Décibel, d'histoire, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, un journaliste et écrivain américain, un groupe de hard rock allemand, des espions de la CIA, des vedettes du jazz, un mur et une guerre froide. Cet entrefilé culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Le journaliste et écrivain américain Patrick Radden-Keefe naît dans la ville de Dorchester, au sud de Boston, dans l'État du Massachusetts, en 1976. En 2020, il choisit le format audio du podcast pour livrer un récit d'espionnage qui mêle à la fois le groupe de hard rock allemand Scorpion, la CIA et la chute du mur de Berlin sur fond de guerre froide entre les USA et l'URSS. Ce podcast s'appelle Wind of Change. Il se découpe en 8 épisodes d'environ 45 minutes disponibles sur Spotify. Patrick Radden-Keefe nous y montre à quel point la musique est une arme culturelle puissante et efficace que la CIA manie et utilise depuis longtemps. En 2011, Patrick Radden-Keefe entend parler d'une rumeur. La chanson Wind of Change du groupe allemand Scorpion serait la pièce maîtresse d'une opération de propagande de la CIA. Le but, encourager un changement de régime en URSS durant la guerre froide. Effectivement, parue au mois de janvier 1990, 2 mois après la chute du mur de Berlin, cette chanson est au sommet des palmarès mondiaux en 1991 lorsque l'URSS disparaît officiellement. Mais est-ce vraiment un coup de la CIA ? Cela semble peut-être absurde, risible ou anecdotique, et pourtant ça ne l'est pas. Patrick Radden-Keefe garde cette histoire intrigante dans un coin de sa tête jusqu'en 2020, lorsqu'elle lui revient comme un boomerang, cette fois directement de la bouche d'un ex-agent de la CIA. À partir de ce moment-là, le journaliste décide d'enquêter sur ce sujet. Ses investigations le conduisent au quartier général de la CIA, au Kremlin, à Saint-Pétersbourg, en Ukraine ou encore en Allemagne, pour y enregistrer une centaine d'interviews et de témoignages. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? Selon Tommy Vietor, ancien porte-parole du président Obama en matière de sécurité nationale et également producteur de ce podcast, La culture américaine est plus puissante et influente encore que l'armée américaine. il précise. Pour que la propagande soit efficace, il ne faut pas que la propagande ressemble à de la propagande. Sur le site de la bibliothèque de la CIA, on peut lire ceci dans les notes qui accompagnent certains documents déclassifiés. Les documents de cette collection démontrent à quel point la propagande culturelle peut être efficace pour influencer les événements et la politique étrangère. Pour le démontrer, Patrick Radden-Keefe donne dans son podcast quelques exemples avérés de cette propagande culturelle orchestrée par la CIA au cours de l'histoire. Premier exemple, George Orwell. En 1945, George Orwell écrit La ferme des animaux, satire de la révolution russe et critique du régime soviétique stalinien, représenté par les cochons, mais aussi du capitalisme, représenté par les humains. En 1954, la CIA finance son adaptation en film dans une version modifiée, ne gardant plus que les critiques du communisme à travers la corruption des cochons. Tout ceci dans le cadre de l'opération de propagande Mockingbird, oiseau moqueur, destinée à propager un sentiment anticommuniste auprès des médias américains et britanniques. Deuxième exemple, Boris Pasternak. En 1957, Boris Pasternak fait publier son célèbre roman Le Docteur Jivago, clandestinement par un éditeur italien. Interdit de publication chez lui, puisque considéré comme anti-soviétique, le chef-d'œuvre du prix Nobel de littérature 1958 est ensuite imprimé en russe à des milliers d'exemplaires et distribué en URSS par la CIA. Troisième exemple, Louis Armstrong. En 1960, Louis Armstrong est incité par le gouvernement américain à faire une grande tournée dans les pays africains récemment décolonisés. Profitant de sa notoriété, la CIA espère ainsi infiltrer les organes politiques des nouveaux États indépendants africains. Larry Devlin, l'accompagnateur du musicien de jazz, est un faux diplomate, mais un véritable espion de la CIA. Tandis que la vedette Louis Armstrong accapare l'attention, il collecte avec d'autres membres des services secrets américains infiltrés en Afrique des informations stratégiques concernant la province du Katanga au Congo, une région qui recèle des gisements de cobalt, de cuivre, de fer, de radium, d'uranium et de diamants, que les Américains ne souhaitent pas laisser aux mains de l'URSS suite à la décolonisation africaine.
De son côté, Louis Armstrong est conscient d'être utilisé par les services secrets des États-Unis. En 1962, il compose à ce sujet la comédie musicale au titre plein de sous-entendus The Real Ambassadors, les vrais ambassadeurs. Une opération semblable est menée l'année suivante en 1961 au Nigeria avec cette fois la chanteuse Nina Simone. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. En conclusion, dans ce podcast, Wind of Change, Patrick Radden-Keefe ne donne pas la preuve formelle que la chanson Wind of Change a bien été écrite par la CIA. En revanche, il montre en quoi c'est une hypothèse plus que crédible au vu des antécédents de la CIA en matière de propagande culturelle de ce type. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibels, Histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ah,